17 octobre 1943, 2h47, camp Aliceville, Alabama. Le gamelle tremblait dans ses mains squelettiques, tandis que le prisonnier allemand fixait son premier repas américain. Pendant 3 ans, dans l'Africa Corps, il avait survécu avec du pain de Sciure et du café. Maintenant, à 58 kilos, il avait devant lui des œufs brouillés, du bacon, du pain blanc avec du beurre, du vrai café avec du sucre et de la crème. Plus de nourriture qu'il n'en avait vu en des mois. Quand j'ai été capturé, je pesais 58 kilos. Après 2 ans comme prisonnier de guerre américain, je pesais 84 kilos. J'étais devenu si gros qu'on ne voyait plus mes yeux. Cette prise de poids de 26 kilos, documentée par un prisonnier allemand, serait reproduite des milliers de fois à travers les camps de prisonniers de guerre américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que leurs camarades, sur le front de l'Est, subsistaient avec de la viande de cheval gelée et que les soldats de la Wehrmacht recevaient des rations maigres, ces prisonniers consommaient une nourriture américaine généreuse, les mêmes rations que les troupes de garnison américaines, comme le mandatait la Convention de Genève. Plus de 425 000 prisonniers allemands vécurent dans des camps à travers les États-Unis, témoignant et expérimentant une prospérité qui allait remodeler non seulement leur corps, mais toute leur vision du monde sur la capacité américaine et la démocratie elle-même. Quand les forces du désert de Rommel se rendirent en Tunisie en mai 1943, les examens médicaux révélèrent une armée en effondrement biologique. Après des mois de lignes d'approvisionnement défaillantes et de guerre du désert, les soldats, qui avaient été autrefois l'élite de la Wehrmacht, n'étaient plus que des squelettes ambulants. La ration de campagne officielle de la Wehrmacht, la Verpflegungssatz, promettait des calories substantielles pour les troupes de combat. À l'hiver 1942, ces soldats en recevaient une fraction. Leur ration quotidienne consistait en du pain dur quand disponible, souvent remplacé par du biscuit de siège infesté de charançon. Le matin apportait du café ersatz infusé à partir de glands torréfiés, sucrés avec de la saccharine. Le midi signifiait de petites portions de viande en boîte, généralement du cheval ou du mulet, allongées avec de la charge de sciure. Le soir apportait de la dörrgemüse, des légumes déshydratés qui gonflaient dans l'estomac mais fournissaient une nutrition minimale. Le docteur James Patterson, du corps médical de l'armée américaine, examina des prisonniers de guerre allemands au centre de traitement d'Oran en mai 1943. Son rapport documentait une malnutrition généralisée. Les maladies de carence vitaminique, les cas de scorbut, la cécité nocturne due à une carence en vitamine A et l'œdème dû à une carence en protéines étaient courants parmi les soldats capturés. La guérison commença immédiatement à bord des Liberty Ships en route pour l'Amérique. Ces navires, construits à un rythme extraordinaire pendant la guerre, transportaient jusqu'à 30 000 prisonniers de guerre par mois. Le premier repas en mer, du ragoût de bœuf avec des pommes de terre, du pain blanc, du beurre, du café au lait, dépassait une ration d'1 semaine en Afrique. Beaucoup de prisonniers vomirent à cause de la richesse. Leurs estomacs ne pouvaient pas traiter les graisses après des mois de famine. Le contraste stupéfia même les officiers médicaux américains. Le lieutenant-colonel Harrison Matthews, observant des prisonniers embarquant à Oran, nota « Ces hommes ressemblaient à des cadavres ambulants, des joues creuses, des côtes saillantes, beaucoup incapables de monter la passerelle sans assistance. Nous avons dû commencer à les nourrir avec précaution. Leur système ne pouvait pas supporter de la nourriture normale immédiatement. » L'article 11 de la Convention de Genève de 1929 exigeait que la ration alimentaire des prisonniers de guerre soit équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt. Pour l'Amérique, ce n'était pas une simple conformité, mais une doctrine stratégique. Le colonel Edward Davidson expliqua dans une note de septembre 1943 « Chaque prisonnier allemand bien nourri est une assurance potentielle pour les prisonniers américains entre les mains allemandes. » Le bureau du Provost Marshal General supervisa cette opération massive, établissant une administration complète, documentant l'apport calorique quotidien, les rotations de menus hebdomadaires, les examens médicaux et les changements de poids. La bureaucratie était stupéfiante. Des formulaires remplis 2 fois par mois par chaque camp, des inspections par des délégués suisses, une surveillance de la Croix-Rouge,
Tout assurait la conformité. La ration de garnison standard garantissait à chaque prisonnier des portions substantielles quotidiennes. Viande, pain, pommes de terre, fromage, beurre, lait, café illimité, du vrai, pas de l'ersatz, plus des légumes et fruits frais. L'apport calorique total était estimé entre environ 3000 et 4000 calories par jour, avec des suppléments disponibles par des achats au comptoir. Les prisonniers de guerre allemands pouvaient acheter des cigarettes, du chocolat, de la bière, du vin, des boissons gazeuses et de la glace en utilisant du script gagné par le travail ou fourni par les allocations de la Convention de Genève. Le programme systématique d'alimentation nécessitait une logistique massive. Les quartiers maîtres des camps réquisitionnaient de la nourriture pour des milliers d'hommes quotidiennement, coordonnant avec des fournisseurs régionaux, gérant des entrepôts réfrigérés, maintenant des cuisines qui fonctionnaient en continu. L'échelle dépassait tout ce que l'armée allemande avait tenté, nourrissant des ennemis mieux que ses propres troupes. Le cas le plus minutieusement documenté déclare « Un Allemand se souvint plus tard qu'il avait pris 26 kilos en 2 ans en tant que prisonnier. Ce même prisonnier fournit un témoignage vivant. Quand j'ai été capturé, je pesais 58 kilos. Après 2 ans comme prisonnier de guerre américain, je pesais 84 kilos. J'étais devenu si gros qu'on ne voyait plus mes yeux. » Georg Gärtner, un sergent des forces de Rommel capturé en Tunisie en 1943, devint célèbre comme le dernier soldat d'Hitler en Amérique après s'être échappé du camp Deming, Nouveau-Mexique, en septembre 1945. Il vécut sous l'alias Dennis Wiles pendant 40 ans avant de se rendre en 1985. Dans ses mémoires coécrits avec l'historien Arnold Kramer, Gärtner décrivit comment les prisonniers de guerre étaient étonnés de la façon dont ils étaient bien traités, presque choyés avec des repas copieux que leur propre pays ne pouvait même pas se permettre. L'aumônier militaire Alex Funker, emprisonné au camp Alona, Iowa, écrivit « Nous avons tous été positivement impressionnés par les États-Unis et nous avons tous été gagnés à des relations amicales avec les États-Unis. » Ces recherches d'après-guerre révélèrent des prises de poids substantielles généralisées parmi ses camarades prisonniers, beaucoup prenant 18 à 27 kilos pendant leur captivité. Les changements physiques étaient si dramatiques que les officiers de rapatriement documentèrent des cas de prisonniers méconnaissables pour leur propre famille. Le capitaine William Burke, traitant des prisonniers de guerre revenant en 1946, rapporta: ces hommes partirent ressemblant à des athlètes professionnels ou à des hommes d'affaires prospères, pas à des soldats vaincus. Leurs familles attendaient des squelettes. Au lieu de cela, ils eurent des hommes qui semblaient prospères. Le camp Concordia, Kansas, abritait environ 4000 Allemands à travers des centaines de bâtiments sur 260 hectares. Le camp établit un programme éducatif extensif avec des centaines de matières, en partenariat avec des universités régionales. Ces multiples cuisines nourrissaient des milliers d'hommes quotidiennement, équipés de cuisinières électriques modernes, de réfrigérateurs industriels, de mélangeurs mécaniques et de lave-vaisselle industriels, une technologie que beaucoup de prisonniers n'avaient jamais vue. L'infrastructure du camp représentait la capacité organisationnelle américaine. Construit en seulement 90 jours, il comportait un éclairage électrique partout, des systèmes d'eau chaude, des toilettes à chasse d'eau et un chauffage central. Les prisonniers de l'Allemagne rurale, habitués aux toilettes extérieures et aux lampes à huile, se retrouvèrent à vivre avec des commodités inconnues dans leur patrie. Le camp Hearne, Texas, surnommé Fritz Ritz par les habitants, détenait jusqu'à 5000 prisonniers qui construisirent des installations récréatives élaborées. Les cuisines industrielles du camp fonctionnaient 24 heures sur 24, avec des boulangeries centrales produisant des milliers de miches quotidiennement. Les prisonniers établirent des mess halls régionaux servant différentes cuisines allemandes, utilisant des ingrédients américains pour recréer des plats de la patrie impossibles dans l'Allemagne en guerre. Le commandant du camp, le colonel Donald Drake, mit en œuvre ce qu'il appelait « calories pour coopération ». Les prisonniers, bien comportés, recevaient des rations supplémentaires, l'accès à des repas spéciaux et des privilèges au comptoir. Le résultat fut des problèmes de discipline minimes et des prises de poids maximales. Les rapports de Drake notaient des gains moyens de 20 kilos par prisonnier sur 18 mois.
Le camp Aliceville, Alabama, traita les décombres humains de la guerre du désert avec une efficacité systématique. Les commandants, témoins d'arrivées squelettiques, mirent en œuvre des protocoles d'alimentation gradués. Le personnel médical du camp documenta des guérisons remarquables, carences vitaminiques éliminées, problèmes dentaires traités, énergie restaurée. En quelques mois, les visages émaciés se remplirent et les maladies chroniques disparurent. Le major Robert Harrison, l'officier médical du camp, publia une étude d'après-guerre documentant les schémas de rétablissement. Ces données montrèrent une prise de poids exponentielle dans les 3 premiers mois, suivie d'augmentations régulières de 1 à 1,5 kg par mois par la suite. Le cas le plus dramatique qu'il enregistra fut un prisonnier qui arriva à 49 kg et partit à 82 kg, un gain de 33 kg. Le camp Papago Park, Arizona, hébergea du personnel naval qui n'était pas requis de travailler. Ils passaient leur journée en loisirs, allant au cinéma, lisant et entretenant des jardins. Le camp devint célèbre pour l'évasion de décembre 1944 de 25 officiers d'U-boot qui creusèrent un tunnel planifiant de flotter sur la rivière Salée vers le Mexique. Ils découvrirent que la rivière était à sec. Tous furent rapidement repris, plusieurs se rendant quand la faim les frappa. Même le désert offrait moins de subsistance que les cuisines du camp. La disparité entre le traitement des prisonniers de guerre et le rationnement civil généra une controverse publique intense. Alors que les prisonniers allemands jouissaient de rations militaires, les familles américaines naviguaient dans des systèmes complexes de points et de pénurie. Le sucre, le café, la viande, le beurre, tous restreints pour les civils, tandis que les prisonniers de guerre recevaient ces articles quotidiennement sans limite. Dorothy Mitchell de Topeka écrivit à son congressiste en 1944 « Mes 3 fils combattent en Europe, tandis que les prisonniers allemands, ici, mangent du steak 2 fois par semaine. Je n'ai pas vu de steak depuis Pearl Harbor. Le rationnement de viande mensuel de ma famille est inférieur à ce que ces nazis mangent en 3 jours. Comment expliquez-vous cela à une mère ?» La réponse du gouvernement souligna la réciprocité. Traiter bien les prisonniers allemands protégeait les prisonniers américains. Des affiches de propagande proclamaient « Leur bon traitement assure le nôtre ». Les émissions radio insistaient sur le fait que 90 000 prisonniers américains dépendaient de la conformité allemande aux normes de Genève. Pourtant, le ressentiment public couvait, surtout quand les prisonniers travaillaient dans des fermes locales et mangeaient mieux que les fermiers qui les employaient. Les dimensions raciales s'avérèrent particulièrement inflammatoires. Les soldats américains noirs, dont Rupert Trimingham, notèrent que les prisonniers allemands pouvaient visiter des restaurants où eux-mêmes étaient interdits. La célèbre lettre de Trimingham au magazine Yank décrivit comment il regarda des prisonniers de guerre allemands être servis dans un restaurant du Texas, tandis que lui, en uniforme avec des rubans de combat, fut dirigé vers la porte de la cuisine pour un repas à emporter. Cette ironie amère, des soldats ennemis recevant un meilleur traitement que des citoyens américains défendant leur pays, créa des blessures durables. Les prisonniers allemands eux-mêmes exprimèrent souvent un malaise, reconnaissant l'injustice tout en bénéficiant. Plusieurs journaux de camp, dirigés par des prisonniers, publièrent des éditoriaux remettant en question la ségrégation américaine, créant la situation particulière de soldats nazis critiquant les politiques raciales américaines. Le programme de travail des prisonniers de guerre s'avéra crucial pour l'agriculture américaine, tout en contribuant significativement à la prise de poids des prisonniers. Dès 1944, plus de 300 000 prisonniers de guerre travaillaient dans les champs américains, récoltant les cultures qui nourriraient à la fois l'Amérique et ses alliés. Le programme généra des millions de revenus tout en fournissant aux prisonniers une nutrition supplémentaire au-delà des rations du camp. Les fermiers désespérés pour de la main-d'œuvre rivalisaient pour bien traiter les équipes de travail de prisonniers. Le matin signifiait des petits déjeuners de ferme, œufs, bacon, crêpes, café. Le midi apportait des repas chauds livrés aux champs, poulet frit, purée de pommes de terre, légumes, tartes. L'après-midi signifiait des boissons froides et des collations. Le soir, ils retournaient au camp pour un autre repas complet. L'apport combiné dépassait souvent 5000 calories quotidiennement. Dans les champs de betteraves à sucre du Nebraska, les prisonniers furent témoins d'une mécanisation qui redéfinit leur compréhension de l'agriculture.
Hans Dietrich, travaillant près de Scottsbluff, écrivit « Un fermier américain avec des machines accomplit ce qui requérait tout notre village. La moissonneuse-batteuse traite plus de grains en 1 heure que nous n'en faisions en 1 semaine à la main. » Les opérations cotonnières du Texas employèrent des milliers de prisonniers de guerre pendant la saison des récoltes. Le travail était épuisant sous un soleil brûlant, mais la compensation incluait de l'eau illimitée, des pauses repas régulières et de la nourriture bonus pour les producteurs élevés. Wilhelm Hartmann, cueillant du coton près de Kaufmann, prit 28 kilos en 14 mois. Les fermiers texans nous nourrissaient comme du bétail primé. Un éleveur disait « On ne peut pas obtenir du bon travail d'hommes affamés, si seulement nos officiers avaient tout compris cela. » La vallée centrale de Californie présenta l'ironie ultime. Les prisonniers de guerre cueillaient des pêches, des abricots et des oranges, mangeant librement en travaillant. Ils regardèrent des fruits parfaitement bons être bulldozés dans des fosses quand les marchés étaient surapprovisionnés. Kurt Vogel écrivit « Des montagnes d'oranges détruites, tandis que ma famille survit avec des navets. J'ai supplié de les envoyer en Allemagne. » Le fermier expliqua. C'était économiquement impossible. Ce gaspillage au milieu de l'abondance brisa quelque chose dans ma compréhension du monde. Les officiers médicaux militaires suivirent les changements biologiques avec une précision scientifique. Le major Thomas Richardson, officier médical en chef pour le 8e commandement de service, compila des statistiques de 50 000 examens entre 1943 et 1946. Ces données révélèrent des schémas qui influenceraient la science nutritionnelle d'après-guerre. La trajectoire de rétablissement suivit des phases prévisibles. Premier mois, adaptation du système digestif, gain de poids minimal alors que les corps réapprenaient à traiter les graisses et protéines. Deuxième mois, gain rapide alors que les systèmes se normalisaient, moyenne de 4 à 5 kilos. Mois 3 à 6, augmentation régulière de 1,5 à 2 kilos par mois. Après 6 mois, les gains ralentissaient mais continuaient, la plupart des prisonniers ajoutant 18 à 27 kilos au total. Les améliorations de santé parallélisaient les prises de poids. Les carences vitaminiques disparurent en 90 jours. Les cas de scorbut guérirent complètement. La cécité nocturne se résolut. La santé dentaire s'améliora dramatiquement après traitement. Plus de 400 000 procédures furent réalisées sur des prisonniers de guerre allemands, des extractions aux travaux de bridge complexe. Beaucoup de prisonniers reçurent de meilleurs soins dentaires qu'ils n'en avaient eu de toute leur vie. Les médecins allemands, travaillant dans les hôpitaux de camp, documentèrent des problèmes inattendus, des conditions d'abondance plutôt que de pauvreté. Le docteur Friedrich Hoffmann, au camp Bern, nota « Nous voyons du diabète émerger chez des hommes qui survivaient avec 1000 calories, de l'hypertension chez des soldats qui avaient une basse pression sanguine due à la malnutrition, la goutte due à la nourriture riche. Ce sont des maladies de prospérité apparaissant chez d'anciens prisonniers de la famine. L'impact psychologique parallélisa les changements physiques. Les psychiatres de camp rapportèrent un sentiment de culpabilité répandu à propos de la prise de poids, tandis que les familles souffraient de la faim. Le capitaine James Murray documenta le traumatisme de la prospérité, la détresse mentale d'une santé s'améliorant au milieu de la souffrance de la patrie. Les prisonniers exprimèrent de la honte à propos de leur apparence, de l'anxiété à l'idée d'expliquer leurs conditions à leur famille, de la culpabilité à propos de profiter des repas, tandis que l'Allemagne s'effondrait. Noël 1944 présenta le contraste le plus frappant entre l'abondance américaine et la pauvreté allemande. Alors que la bataille des Ardennes faisait rage, tandis que les civils allemands recevaient des rations de navets, les camps américains servirent des festins de vacances qui dépassaient tout ce que les prisonniers avaient expérimenté, même avant la guerre. Les menus de camp des 24 et 25 décembre 1944, préservés dans les archives militaires, documentent des repas extraordinaires. Dinde rôtie, moyenne de 700 grammes par homme. Jambon glacé à l'ananas, purée de pommes de terre avec beurre et crème, casserole de patates douces. Casserole de haricots verts, sauce au canneberge, petit pain fraîchement cuit, multiples variétés de tartes, glaces, lait de poule pour les officiers, café et cacao illimité.
Les églises et organisations civiles contribuèrent au-delà des rations officielles. Les femmes méthodistes de Hearne, Texas, livrèrent 2000 cookies faits maison au camp Hearne. La congrégation luthérienne de Concordia fournit des écharpes tricotées à la main pour chaque prisonnier. Même les communautés luttant avec le rationnement partagèrent leur allocation avec des prisonniers ennemis, une expression de générosité américaine que les prisonniers trouvèrent incompréhensible. Le feldwebel Richard Steinberg décrivit la scène. Nous étions assis devant ce festin, sachant que nos familles n'avaient rien. Des hommes pleurèrent ouvertement, pas de joie, mais du poids du contraste. Comment pouvions-nous célébrer tandis que l'Allemagne mourrait de faim? Comment pouvions-nous refuser cette gentillesse d'ennemi? Nous mangeâmes en silence, chaque bouchée, une trahison et une bénédiction combinées. Malgré un traitement extraordinaire, les tentatives d'évasion restèrent minimales. Juste 2222 tentatives sur 425 000 prisonniers, avec virtuellement aucun succès permanent, sauf Georg Gärtner. Ce taux de 0,5% était le plus bas de toute population majeure de prisonniers de guerre dans la guerre moderne. La raison était simple, les camps offraient de meilleures conditions que la liberté. La grande évasion de Papago illustra la futilité. 25 officiers d'U-Boot passèrent des mois à creuser un tunnel de 55 mètres en utilisant des cuillères, cachant la terre dans le terrain de volley-ball qu'ils avaient convaincu les gardes de les laisser construire. Leur plan de flotter sur la rivière Salée vers le Mexique échoua immédiatement. La rivière était à sec. En 3 semaines, tous furent repris, la plupart se rendant volontairement quand la faim les frappa. Le capitaine Jürgen Wattenberg, le chef de l'évasion, réfléchit des décennies plus tard. Nous étions des idiots idéologiques. À l'intérieur du camp, nous avions de la nourriture, un abri, la sécurité, même du divertissement. À l'extérieur, c'était le désert, l'hostilité et une reprise certaine. Nous avons tout risqué pour nous échapper du paradis vers l'enfer. Cela n'avait aucun sens logique, seulement un sens idéologique. Et l'idéologie ne remplit pas les estomacs. La plupart des prisonniers reconnurent la réalité. Où iraient-ils? Comment survivraient-ils? Parlant un anglais limité avec des accents allemands, sans documents ni argent, dans un vaste pays où chaque citoyen était alerte pour les évader, les obstacles pratiques étaient insurmontables. Plus important encore, rester dans le camp signifiait la survie. S'échapper signifiait retourner au combat si réussi, mourir de faim sinon. Les prisonniers de guerre travaillant près d'usines furent témoins d'une production qui brisa leur compréhension de la capacité industrielle. Dans les usines Campbell Soup, ils virent des lignes de production uniques traiter plus de nourriture par heure que les usines allemandes n'en produisaient par jour. Près de l'usine Willow Run de Détroit, ils observèrent des bombardiers B-24 sortir des chaînes d'assemblage toutes les 63 minutes, plus vite que l'Allemagne ne pouvait produire des avions d'entraînement. L'impact psychologique était dévastateur. Otto, un ingénieur de Cologne, travailla près d'une aciérie produisant 10 000 tonnes par jour. Nous avons finalement compris que ce n'était pas une guerre entre armées, mais entre systèmes industriels. Ils pouvaient perdre 10 chars pour chaque char qu'ils détruisaient et gagner quand même. Les mathématiques rendèrent notre défaite inévitable, quel que soit le courage ou la stratégie. La productivité agricole s'avéra également stupéfiante. Les fermes américaines produisaient 2 fois les rendements allemands par hectare en utilisant un quart de la main-d'œuvre. La mécanisation permettait à des fermiers individuels de cultiver des zones nécessitant des douzaines de travailleurs en Allemagne. L'irrigation, la fertilisation et les semences hybrides créaient des récoltes qui semblaient miraculeuses à des prisonniers venant de fermes de subsistance. Le gaspillage affecta particulièrement les prisonniers. Des montagnes de pommes de terre laissées pourrir à cause de la surproduction. Du grain brûlé pour maintenir les prix. Du lait déversé dans les égouts quand la demande chutait. Franz Müller écrivit « Ils détruisent de la nourriture pour stabiliser les marchés tandis que l'Europe meurt de faim. Seule une nation aux ressources illimitées peut se permettre un tel gaspillage. » Nous avons finalement compris la puissance américaine, pas dans leurs armées, mais dans leur excès. Entre 1945 et 1946, des navires transportèrent plus de 370 000 prisonniers de guerre allemands de retour en Europe.
Ils quittèrent l'Amérique ayant gagné collectivement des millions de kilos, des monuments vivants à la prospérité américaine retournant vers des ruines. Le contraste s'avéra tragique à plusieurs niveaux. Les prisonniers revenant firent face à des villes dévastées, des familles affamées et des tensions sociales. Leur apparence saine les marquait comme différents, privilégiés, en quelque sorte complices de l'ennemi. Les familles ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient pris du poids en captivité tandis que l'Allemagne mourait de faim. Les communautés leur en voulaient de leur prospérité au milieu d'une pauvreté universelle. Le renversement physique fut rapide et brutal. Des sondages du gouvernement militaire suivirent d'anciens prisonniers de guerre perdant 14 à 23 kilos dans les 6 mois suivant leur retour. Les corps construits sur des rations américaines ne pouvaient pas survivre avec la rareté allemande. 1550 calories quotidiennes, si chanceux, souvent moins. Le poids américain disparut, laissant des hommes qui semblaient plus vieux qu'au moment de leur capture, malgré le confort de leur captivité. Heinrich Huber retourna à Hambourg, pesant 84 kilos, en hausse par rapport aux 61 kilos lors de sa capture. 6 mois plus tard, il pesait 63 kilos. Le corps américain ne pouvait pas survivre avec des rations allemandes, expliqua-t-il. Je donnais ma nourriture à mes enfants, je vivais avec des épluchures de pommes de terre et du grain volé. Mieux valait avoir connu la faim continuellement que de connaître la satiété et la perdre. Au-delà de la nourriture physique, les camps fournirent une éducation complète qui allait façonner l'Allemagne d'après-guerre. Plus de 50 000 prisonniers s'inscrivirent à des cours allant de l'agriculture à la philosophie. Le camp Concordia seul offrit 300 matières avec des professeurs d'universités voisines enseignant tout, de l'histoire américaine à la réparation automobile. Le curriculum incluait délibérément la gouvernance démocratique, l'économie de marché libre et le droit constitutionnel des sujets interdits dans l'Allemagne nazie. Les prisonniers étudièrent le fédéraliste, Adam Smith, John Stuart Mill. Ils débattirent des modèles de gouvernance, des systèmes économiques et des contrats sociaux. L'alimentation intellectuelle parallélisait la nourriture physique, élargissant les esprits tout en construisant les corps. Les journaux de camp évoluèrent d'organes de propagande vers des forums démocratiques. Der Ruf, l'appel, circulant à 25 000 prisonniers, publia des débats sur l'avenir de l'Allemagne, les forces de la démocratie et la reconstruction économique. Son évolution d'un porte-parole nazi vers une voie démocratique retraça le voyage idéologique de ses lecteurs. Le docteur Wilhelm von Braun, enseignant la physique au camp Shelby, alors qu'il était emprisonné, nota « Nous avions de meilleures installations que la plupart des universités allemandes. De l'équipement de laboratoire, des manuels et la liberté académique. Des professeurs juifs qui avaient fui l'Allemagne enseignaient à côté de nous sans haine. Cette générosité de la connaissance, le partage de l'éducation avec des ennemis, révéla la confiance américaine dans leur système. Le programme secret de rééducation de la Special Projects Division atteignit un succès remarquable à travers la démonstration plutôt que l'endoctrinement. Dès 1945, 25 000 prisonniers s'étaient volontairement inscrits à des cours de démocratie. Ils étudièrent des documents interdits en Allemagne, discutèrent de concepts punissables de mort sous le régime nazi. Le programme réussit parce qu'il s'appuyait sur des preuves plutôt que sur la propagande. Les prisonniers virent la démocratie fonctionner quotidiennement. Ils expérimentèrent la liberté d'expression dans les journaux de camp. Ils observèrent les problèmes raciaux discutés ouvertement dans les médias américains. L'autocritique impossible dans les systèmes totalitaires. Chaque kilo qu'ils gagnaient était la preuve que la démocratie produisait la prospérité. D'anciens officiers de la Wehrmacht qui avaient prêté serment à Hitler se retrouvèrent à planifier la reconstruction démocratique. Le colonel Hans von Lück, vétéran de Pologne, France et Afrique, écrivit « Nous sommes arrivés en Asie convaincus. Nous sommes partis en démocrates réticents, non pas à travers un lavage de cerveau, mais à travers l'observation. Leur système fonctionnait. Le nôtre avait échoué. La preuve était dans nos tours de taille élargies. Approximativement 5000 anciens prisonniers de guerre immigrèrent finalement en Amérique, devenant citoyens de la nation qui les avait emprisonnés. Des milliers d'autres maintinrent une correspondance avec des familles américaines pendant des décennies. Ces relations
nés dans des circonstances extraordinaires, créèrent des ponts inattendus entre d'anciens ennemis. Le processus d'immigration ne fut pas simple. Les anciens prisonniers de guerre firent face à la suspicion en Allemagne en tant que sympathisants américains potentiels et à la suspicion en Amérique en tant qu'anciens ennemis. Pourtant, beaucoup persévérèrent, attirés par les souvenirs de prospérité et de possibilités. Ils s'installèrent à travers l'Amérique, de Hans Voss, devenant médecin dans le Maine, à Georg Gärtner, se cachant avec succès pendant 40 ans. Le mariage créa les liens les plus forts. Malgré des règlements interdisant la fraternisation, des romances se développèrent à travers la correspondance et les programmes de travail. Plus de 1000 prisonniers de guerre allemands épousèrent finalement des femmes américaines qu'ils avaient rencontrées pendant ou peu après la captivité. Ces familles incarnèrent la réconciliation, d'anciens ennemis unis par l'amour plutôt que par la conquête. La réunion de 1985 à Austin attira 500 anciens prisonniers retournant avec des enfants et petits-enfants nés américains. Hans Kohl livra le discours principal. « Nous sommes venus en ennemis, nous sommes partis en amis, nous sommes arrivés affamés, nous sommes partis en surpoids. Chaque kilo gagné était une leçon sur la productivité de la démocratie. Chaque repas, une démonstration des fruits de la liberté. » L'économie du programme de prisonniers de guerre défia la logique conventionnelle de la guerre. Coûtant des centaines de millions, il généra une valeur presque équivalente en travail agricole et industriel, s'autofinçant essentiellement tout en atteignant des bénéfices stratégiques immensurables. Chaque prisonnier bien nourri devint un témoignage involontaire à la force américaine. Leur corps élargi, la preuve de la capacité américaine. Le programme atteignit de multiples objectifs simultanément. Il protégea les prisonniers américains à travers la réciprocité. L'Allemagne traita les prisonniers américains mieux que les prisonniers soviétiques, en partie à cause du traitement américain des Allemands. Il allégea des pénuries critiques de main-d'œuvre avec des prisonniers de guerre récoltant des cultures qui nourrirent à la fois l'Amérique et ses alliés. Plus important encore, il transforma des ennemis en alliés potentiels à travers la démonstration de prospérité. L'analyse d'après-guerre révéla l'influence du programme sur la reconstruction allemande. D'anciens prisonniers de guerre mirent en œuvre des méthodes agricoles américaines, augmentant les rendements allemands de 30% en 5 ans. Ils introduisirent des techniques de gestion américaines aidant à conduire le Wirtschaftswunder, le miracle économique. Leur expérience façonna une génération de leaders allemands orientés vers un partenariat américain plutôt qu'une influence soviétique. L'analyse de 1947 du colonel James Patterson conclut « Nous avons acheté une paix future avec de la nourriture présente. La prise de poids collective des millions de kilos représentait le surplus agricole américain converti en capital politique qui paya des dividendes tout au long de la guerre froide. » Les prisonniers de guerre allemands, qui gagnèrent plus de 25 kilos dans les camps américains, incarnèrent l'ironie la plus profonde de la Seconde Guerre mondiale. Alors que leur patrie mourait de faim, ils prospéraient. Alors que leurs familles faisaient la queue pour des navets, ils choisissaient entre des plats. Alors que leurs camarades mouraient sur le front de l'Est, ils allaient au cinéma et jouaient au football. Cette réalité impossible, des ennemis mangeant mieux que des alliés, s'avéra stratégiquement brillante. Leur croissance physique témoigna d'une vérité profonde. L'Amérique pouvait se permettre la générosité, même en guerre totale. La démocratie pouvait nourrir même ses ennemis. La liberté produisait l'abondance, tandis que la tyrannie produisait la pauvreté. La prise de 26 kilos documentée par un prisonnier fut reproduite des milliers de fois. Chaque kilo, la preuve de la suprématie agricole et industrielle américaine. Dans l'analyse finale, la plus grande arme de l'Amérique n'était pas ses armées ou ses arsenaux, mais ses tables à manger. Des tables assez grandes pour nourrir des ennemis, assez généreuses pour transformer des guerriers en témoins, assez abondantes pour acheter une paix durable à travers une abondance temporaire. Les prisonniers de guerre allemands découvrirent que leur véritable ennemi n'était pas l'Amérique, mais l'idéologie qui les avait menés à la guerre contre une telle prospérité. Chaque kilo gagné était un kilo d'idéologie nazie perdue. Chaque repas, une leçon sur la productivité démocratique. Chaque ventre plein, un témoignage de la capacité de la liberté à créer plutôt qu'à détruire. Ils retournèrent en Allemagne plus lourds de corps, mais éclairés d'esprit,
portant dans leur chair transformée les graines de la réconciliation et le souvenir d'une générosité impossible de la part d'une nation assez puissante pour nourrir même ceux qui étaient venus pour la détruire.